Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Astro pour soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet un peu particulier. C'est pas à proprement parler de l'astrologie, même si on va le corréler à l'astrologie. Ça s'appelle tout simplement les 16 grands types de personnalité MBTI. C'est une matrice, 16 grands archétypes de personnalité qui ont été développés. Et ben on va se faire un petit exercice ensemble, c'est-à-dire qu'on va étudier un à un chacun des types et les comparer avec les signes du zodiaque. Et peut-être conclure ensemble sur certaines particularités qu'a le zodiaque, qu'a l'astrologie, et ce qu'elle permet de faire et ce que d'autres systèmes comme ce système-là ne permet malheureusement pas de faire. Mais bon. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que si vous êtes intéressé par une interprétation de votre thème natal, n'hésitez pas tout simplement à m'écrire à mon adresse mail en description. Voilà. Alors avant de commencer cette vidéo, peut-être qui peut être intéressant pour vous, c'est de faire le test des 16 personnalités. C'est pas très dur, vous tapez 16 personnalités sur Google et vous avez directement accès à leur site. Vous pouvez faire le test pour déterminer quel type de personnalité MDPI vous êtes. Et là, à ce moment, ça peut être intéressant de voir si ça correspond ou pas à votre signe du zodiaque, sachant que, alors peut-être que ça correspondra, peut-être que ça correspondra pas. Si ça correspond pas, peut-être intéressez-vous à votre thème et du coup à votre dominante. Peut-être que ça correspond à la dominante, ou au signe qui est maîtrisé par votre dominante planétaire aussi, ou à l'ascendant, ou enfin bref. Je pense que normalement ça devrait pas tomber tellement à côté, mais et n'hésitez pas du coup à l'écrire dans les commentaires, qu'on puisse en discuter, parce que je pense que c'est toujours marrant quoi, de pouvoir comparer des systèmes et discuter de tout ça avec vous, donc voilà. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce système-là les 16 grands types de personnalités? En fait, c'est un système qui a été développé, comme je le disais, il me semble, dans les années 80. Peut-être que ça date d'avant, ça à vérifier. C'est basé sur une matrice qu'avait déjà développée Carl Gustav Jung, hein, toujours lui. Pour établir ces archétypes, Jung avait déterminé deux grands critères qui sont l'extraversion et l'introversion. Et il a ajouté à cela quatre autres critères, 4 autres dominantes chez une personne qui sont l'intuition, la pensée, le sentiment et la sensation. Et je crois qu'à ça, MBTI a rajouté le jugement et la perception, ou peut-être que c'était déjà Jung, je ne sais pas. Mais grâce à ça, en fait, ils ont pu déterminer 16 grands archétypes, 16 grandes personnalités. Alors déjà, si on les compare au zodiaque, introversion, extraversion, à quoi ça fait référence dans le zodiaque? Au niveau des signes, c'est tout simplement les signes positifs et les signes négatifs, ou les signes féminins ou masculins, réceptifs ou émissifs, vous les appelez comme vous voulez. Vous avez les signes de feu et d'air qui sont des signes positifs, et les signes de terre et d'eau qui sont des signes négatifs. Évidemment, quand je dis positif et négatif, ça n'a rien à voir avec... c'est pas un jugement moral. De la même manière que si je dis féminin et masculin, ça n'a rien à voir avec la biologie. C'est des valeurs symboliques, c'est-à-dire que tout ce qui va être masculin, émissif, positif, on est de l'ordre d'une énergie qui est de l'intérieur vers l'extérieur, et tout ce qui est de l'ordre du réceptif, du négatif et du féminin, on est de l'ordre d'une énergie qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Dans le zodiaque, les signes négatifs et les signes positifs forment une paire. On a d'abord un signe positif suivi d'un signe négatif, et c'est tout le temps comme ça. Bélier taureau, donc bélier est un signe positif, taureau est un signe négatif. Gémeaux cancer, gémeaux est un signe positif, cancer est un signe négatif. Ensemble, ils forment ce qu'on appelle un demi-sextile, c'est-à-dire une unité d'action. Si vous voulez bien comprendre cette différence d'énergie entre un signe positif et un signe négatif, vous pouvez prendre Cancer-Lion. Vous voyez bien que le Cancer, lui, il est dans une introversion, il est en train de reconnaître sa personne, reconnaître ses besoins. Il est tout tourné vers lui-même, alors que le Lion, on est plus sur l'affirmation de sa personnalité, l'affirmation de sa puissance et l'affirmation de ses besoins. Donc dans un cas, on a vraiment une énergie qui se concentre vers l'intérieur, vers soi. Donc le Cancer, son rôle au Cancer, c'est de digérer les éléments extérieurs pour en faire une nourriture intérieure. Alors que le Lion, c'est partir de sa personnalité intérieure qu'il va assumer et affirmer à l'extérieur dans le monde. Les 4 autres composantes qui sont l'intuition, la pensée, le sentiment et la sensation, on peut les relier assez facilement aux 4 éléments du zodiaque. L'intuition va être liée au feu, la pensée à l'air, le sentiment va être lié à l'eau, évidemment la sensation va être liée au signe de la terre. Les signes de feu sont forcément les plus intuitifs. Pourquoi? Prenons le bélier. Le bélier, c'est le signe de l'intuition par excellence. Alors peut-être lui le poisson, mais c'est pas du tout la même intuition. Confondez pas les deux. L'intuition du bélier, c'est une intuition fulgurante qui descend d'en haut et qui va lui dire, tiens, personne n'a encore jamais fait ça, peut-être que je devrais tenter ma chance, peut-être que je devrais aller dans cette direction. Alors que l'intuition du poisson, on est quelque chose qui est de l'ordre de la
perception et de la sensibilité, on est dans quelque chose de plus médiumnique. Le poisson, c'est celui qui est capable de lire, de sentir les grands courants psychiques et qui va du coup va pouvoir choisir une direction, alors que le bélier, on est plus sur des coups de tête. Je rappelle que le maître exotérique du bélier, c'est Mars, mais le maître ésotérique du bélier, c'est Mercure. Donc le bélier a cette capacité d'être directement lié au plan des idées pures, au plan du mental supérieur qui est en fait le plan de l'intuition. Et de suivre comme ça ces idées semences, ces idées fulgurantes qui descendent directement d'en haut et qui vont pouvoir lui permettre d'agir et d'amener du renouvellement dans le monde. Après on a l'intuition du lion qui lui est plus une intuition de sa valeur personnelle et de sa puissance personnelle. L'intuition du Sagittaire, c'est une intuition qui est directement sensible à la question du divin. Avant le Sagittaire, Dieu n'existe pas. Le Scorpion et la Balance, qui sont les signes avant le Sagittaire, ne sont pas préoccupés par les questions du divin. Ils sont préoccupés par l'altérité, par la rencontre avec l'autre en Balance, et par la compréhension du système psychique, de ce qui se cache derrière la relation en Scorpion. Mais le divin commence, la question du divin naît en Sagittaire. C'est le Sagittaire qui a l'intuition du divin. Et évidemment, ça commence un peu à se concrétiser en Capricorne et à pleinement prendre forme, à être vécu en Poisson, qui est évidemment le signe du Christ. C'est justement l'intuition des signes de feu qui fait qu'ils agissent souvent avant les autres. Ils ont davantage foi dans l'information qu'ils reçoivent, dans la voix intérieure qui les guide. Alors les sentiments, on a les signes d'eau. Là, c'est assez facile à comprendre. L'eau forcément symbolise les sentiments, puisque à chaque fois qu'on a une réaction émotionnelle, on est triste, on pleure, donc c'est de l'eau. On est en colère, le sang monte à la tête, c'est de l'eau encore une fois. On peut pleurer de joie aussi au passage. Lorsqu'on se sent très malade ou mal à l'aise, on peut vomir, donc des réactions de dégoût. Là encore une fois, on est dans l'eau. Donc l'eau est reliée à toutes les réactions émotionnelles et aux sentiments. D'autre part, les signes d'eau, évidemment, sont tous reliés à cette notion-là, puisque le Cancer est tout tourné vers la découverte de ses sentiments et de ses émotions intérieures. Puis après, on a le Scorpion. Le Scorpion, c'est la découverte du champ émotionnel collectif, du champ psycho-émotionnel collectif. Et évidemment, le dernier signe d'eau qui va être le Poisson, voilà, c'est la découverte du corps spirituel universel. Puis la sensation va évidemment être liée à la Terre, c'est le symbole de la matérialité, c'est le symbole dans l'incarnation, c'est le symbole du corps physique. Donc naissance du corps physique et incarnation en Taureau, début de la production aussi en Taureau, gestion de la production et perfectionnement du corps en Vierge, et évidemment on atteint le sommet du matérialisme, le sommet du physique, du monde physique en Capricorne. La pensée est reliée au signe d'air, puisque l'air l'élément le plus impalpable, l'élément le plus intangible, l'élément le plus proche des cieux, et donc de l'esprit. On a un premier développement de la pensée en Gémeaux qui va se faire par la découverte de son environnement proche. Puis on a un second développement de la pensée en Balance où là on va rencontrer l'altérité, on va rencontrer l'autre, et à travers l'échange avec l'autre, la pensée va pouvoir évoluer. Et enfin, en Verseau, la pensée devient collective et elle devient surtout révolutionnaire, prophétique. Enfin, les deux derniers critères de la matrice sont le jugement et la perception. Donc le jugement, ils expliquent que c'est avoir une manière d'organiser sa vie de manière, je dirais, un peu stricte, stable. Et la perception, on va plus être dans une personnalité qui va organiser sa vie d'une manière un peu plus souple. Moi, au niveau astrologique, ça me fait penser aux croix, c'est-à-dire croix cardinale, croix fixe, croix mutable. Alors la croix cardinale et la croix fixe se retrouveraient plutôt dans ce qui est du critère du jugement, et la croix mutable se retrouverait plutôt dans ce qui est de l'ordre de ce qu'ils appellent la perception, c'est-à-dire une manière d'être un peu plus souple, flexible. C'est intéressant, je trouve, de voir que le système de Jung peut parfaitement se traduire dans le système astrologique. Comme quoi, tout ça a une cohérence et un sens. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder un à un les archétypes qui sont proposés par ces fameux 16 personnalités MBTI et de faire des correspondances directes avec les signes du zodiaque. Alors tour à tour, je vais vous donner le nom de la personnalité MBTI en essayant de vous décrire quelques critères qu'ils ont établis pour cette personnalité-là. Et je vais essayer de ne pas aller trop vite pour que vous puissiez avoir le temps de réfléchir à quel signe. L'idée, c'est d'être un peu dans le fun et dans l'éducatif, en essayant de trouver des correspondances
Vu qu'il y a 16 personnalités pour 12 signes, évidemment, il y a plusieurs personnalités qui risquent de correspondre à un aspect d'un seul signe. Alors, prenons le premier. Donc, le premier archétype, c'est le logisticien. Les mots-clés qu'il concerne, c'est minutieux, gros travailleur, responsable, stable, organisé. Alors évidemment, les mots-clés, je les viens directement du bouquin, hein, les 16 grands types de personnalités. Donc je disais responsable, stable, organisé, détaché, raisonnable, traditionnel. Calme et réservé, tranquille, solitaire. Ses défauts potentiels, c'est le fait d'être sceptique, d'avoir besoin de vérifier les choses, hein, les faits, d'être inquiet, surprotecteur envers les enfants. Donc, alors là, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de temps de réflexion pour comprendre que c'est exactement le signe du Capricorne. Travailleur, responsable. L'aspect surprotecteur au niveau des enfants, on se rappelle que le maître du Capricorne, c'est Saturne. Saturne, c'est évidemment l'image père. Donc, d'ailleurs, les ascendants Capricorne grandissent sur le modèle paternel, les ascendants Cancer grandissent sur le modèle maternel. Donc là, bon, pas grand-chose à dire. Hein. Je pense que c'est un conservateur. Simplement un conservateur organisé et responsable. Donc voilà. Logisticien, c'est clairement le Capricorne. Alors, le prochain c'est le défenseur. Alors, le défenseur, les mots-clés qu'il concerne, c'est calme, modeste, dévoué, généreux, loyal, amical, sensible, consciencieux et gros travailleur. Dévoué, ancré dans le présent. Ses défauts potentiels, apparemment, c'est le fait d'être inflexible, de ne pas savoir dire non. Ni de s'occuper d'eux-mêmes. Donc c'est un archétype de personnalité qui est tourné vers le service. Alors là, bon, pareil, moi je l'ai mis en vierge, clairement, puisqu'il y a cet aspect service à l'autre. Il est aussi très sensible aux critiques. Alors ça, c'est un trait de la vierge dont on parle peu, mais les vierges sont effectivement très sensibles aux critiques parce qu'elles font toujours du mieux qu'elles peuvent. C'est intéressant parce que le signe de la vierge, c'est un signe qui paraît énormément se sous-estimer. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher la lumière. Hein. Je rappelle qu'il suit le lion, donc il est en rupture de schéma. Enfin, il est en rupture des schémas, non. Il conserve l'essence du lion, mais il révulse la forme, c'est-à-dire qu'il va conserver cette capacité créative, de générosité dans l'action et dans l'effort du lion, mais sauf qu'il ne va pas le faire de manière grandiloquente, il va plutôt qui va être de l'ordre de l'expression humble, de la précision. C'est quelqu'un qui va douter, qui va sur-vérifier, quelqu'un qui va avoir tendance à se sous-estimer. Et du coup, par conséquent, ça peut être un type de personnalité qui va pas apprécier les critiques. Pourquoi ? Parce que justement, il fait vraiment du mieux qu'il peut. Et un de ses défauts, évidemment, ça va être le jugement péremptoire. Donc voilà, le défenseur, moi, je le mettrais en vierge. Après, on a l'entrepreneur. Alors, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'on a ? On a pragmatique, réaliste, orienté vers l'action, enthousiasme, joueur, énergique, curieux, participatif, adaptable, sociable. Donc principalement c'est son enthousiasme et sa bonne humeur qui permettent de le caractériser, son goût pour le risque et l'aventure. Il a une tendance à l'activisme, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de choses pour rien. C'est le signe du bélier, clairement. Enfin je le mets en bélier, c'est un peu comme les autres, hein. C'est un peu... c'est assez évident. C'est sa capacité à ne pas suivre ses engagements à long terme, ou plutôt à être fort dans les démarrages, mais avoir une difficulté à poursuivre le long. On se rappelle que le bélier c'est un sprinter, hein, c'est pas un endurant. Il y a un point intéressant, je trouve, qu'il soulève, c'est que ils disent qu'un de ses défauts, une de ses pathologies possibles dans les situations de stress, c'est la peur de la maladie grave ou de la psychose. Et ça, pareil, c'est un trait de l'énergie bélier dont on parle pas beaucoup, mais une des peurs de l'énergie bélier, c'est de faire face à tout ce qui est de l'ordre de la maladie mentale. Parce qu'en fait, avant lui vient les poissons, et le bélier, c'est celui qui surgit de l'eau des poissons. Il se réindividualise à travers son élan vital. Le poisson, vous voyez bien qu'il est dans l'informe, il est dans la dissolution du moi, puisque son maître c'est Neptune. Et le bélier, il arrive et il dit non mais j'existe, je suis un être individuel, et du coup le bélier aura tendance à fuir tout ce qui va être un peu trop nébuleux, tout ce qui va être de l'ordre de la perte du sens du moi. Donc évidemment les maladies mentales qui sont reliées à ça, ça va particulièrement le perturber. Après par la suite on a l'amuseur. L'amuseur, donc c'est trait de caractère observateur, créatif, spontané, perspicace, sociable, ils sont tous sociables, enthousiastes, pareil, ils sont tous enthousiastes,
Chaleureux, généreux, optimiste, joyeux, charmeur, coopératif, compréhensif, sensible. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je ne sais pas si vous avez suivi. Ces traits caractéristiques qui permettent de le reconnaître. Donc c'est qu'il a plein d'humour, il est d'un naturel enjoué, un peu provocateur. C'est une personnalité décalée avec un look original. J'ai eu un peu de mal à le caser celui-là. C'est un espèce de mélange de l'axe Lion-Verseau. Pourquoi? Parce qu'il a à la fois ce côté chaleureux, généreux, optimiste, joyeux. Donc on sent que c'est quand même quelqu'un de rayonnant. Mais il a aussi ce côté look original et personnalité décalée. Donc, ouais, j'hésite un peu. Je le mettrais quand même plutôt en lion, quand même. Je le mettrais sûrement en lion. Mais un lion un peu excentrique, tout simplement. Peut-être un lion uranien, voilà. On va tabuler au milieu. Je le mettrais en lion uranien. Surtout que là, pareil, un de ses défauts, c'est de prendre personnellement les critiques. Donc ça, c'est plus un trait léonien que Verseau. Donc je mets l'amuseur en lion. Puis après, nous avons l'architecte. Les mots-clés qui concernent, c'est indépendant, original, conceptuel, visionnaire, perspicace, innovateur, perfectionniste, exigeant, franc, sûr de lui. Donc il a apparemment une théorie sur tout, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Il envisage toutes les situations sous un angle original. Et ben je vais vous dire, on a bien fait de mettre l'autre en lion, parce que lui c'est clairement Verseau, pour le coup. Là on est sur du pur uranien, avec la vision sous un autre angle. Difficulté de communication, non, ça, pour les Verseaux ont plutôt des facilités de communication. Enfin, en tout cas, ça dépend évidemment des profils et du thème, mais le Verseau, c'est plutôt un signe de communication. C'est un signe sociable, hein, c'est un introverti qui fait de l'extraversion. Ce qui va caractériser le profil architecte, c'est sa capacité à créer des théories et des modèles. Donc là, on est vraiment sur du Verseau, on est vraiment sur l'uranien. Donc ensuite, on a l'innovateur. Alors l'innovateur, ses mots-clés, c'est créatif, questionneur, théorique, original, ingénieux, curieux, vif, enthousiaste, charmeur, amical, confiant, persuasif, éloquent, entreprenant, énergique. Et à quoi les reconnaît-on? Alors apparemment, ils aiment être au centre de l'attention. Ce sont des charmeurs et ils ont un côté très persuasif. Ces défauts potentiels, c'est le fait qu'ils hésitent à prendre des décisions, et une difficulté à tenir ses engagements et aussi à la dispersion. Ce qui va les contraindre, c'est le manque de stimulation intellectuelle. Ils ont une excellente capacité à comprendre le monde, ils sont très à l'aise avec les théories, avec le concept. Alors là, pour moi, on est plutôt du côté du Gémeaux. Même si c'est vrai que je pense que c'est discutable, mais le fait que ce soit un profil qui soit mentalement vif, agile, qui soit capable de s'adapter aux situations, qui déteste la routine, encore une fois, qui adore les défis intellectuels, pour moi, ça me fait vraiment penser à des profils mercuriens en général. Puis ensuite, nous avons le profil de l'inspirateur. Alors l'inspirateur, les mots-clés, c'est enthousiaste, amical, énergique, sociable, créatif, non conventionnel, chaleureux, spontané, expansif, perspicace, empathique. Il y a quand même pas mal de mots-clés par personnalité, hein. C'est difficile vraiment de définir une tendance à chacun. À quoi les reconnaît-on? Ils sont pleins d'énergie et d'enthousiasme, ils sont imaginatifs, ils sont ouverts aux nouvelles possibilités, et ils sont facilement distraits, tendance à la procrastination. Un fait intéressant, c'est qu'ils ont du mal avec les personnes négatives et critiques. Moi personnellement, alors encore une fois, celui-là est pas tout à fait évident, mais je le rattacherai au signe du Sagittaire. La manière dont je le comprends, c'est que c'est une personnalité enthousiaste, c'est une personnalité qui va être capable d'organiser autour d'elle, c'est un mélange c'est un feu pragmatique, c'est aussi une tendance à la négligence, hein, une mauvaise organisation matérielle, hein, donc autrement dit c'est des bordéliques. Donc là pour moi c'est un signe forcément qui est carré à la Vierge, et du fait de son enthousiasme et de son énergie, je le mettrais plutôt en Sagittaire. C'est une espèce de personnalité qui est vachement enthousiaste pour se lancer dans des nouveaux projets, organiser les trucs, mais qui veut pas trop organiser non plus, qui veut organiser à sa sauce. Bon, apparemment en plus une des devises de cette personnalité, c'est avec un peu de chance et beaucoup d'enthousiasme, tout est possible, donc ça sonne vraiment trop Sagittaire, je suis obligé de le mettre dans ce signe. Le Sagittaire, c'est un signe qui est charismatique. On parle souvent du charisme pour le Lion, mais le Sagittaire aussi. Il y a un truc qui peut vous aider, une clé de lecture qu'il faut comprendre par rapport aux signes, c'est que si vous prenez 3 signes du même élément, donc les signes en trigone, le signe que vous allez prendre a une qualité qui est recherchée par le trigone décroissant et une qualité qu'il veut obtenir, une qualité qu'il recherche
du trigone croissant. C'est un peu compliqué à formuler, mais tout simplement, le Sagittaire a une qualité que le Lion cherchait, et il recherche une qualité Bélier. Si je fais toute la boucle, alors vous voyez bien que le Bélier, lui, il va essayer de défricher de nouveaux espaces. Ça va être un initiateur. Et ce qu'il cherche, en réalité, c'est à être un leader, par sa prise d'initiative. Et vous voyez bien que le Lion est lui-même naturellement un leader. Et ce qu'il va chercher à faire, c'est à rassembler les gens autour de lui pour servir une cause. Donc autrement dit, être fédérateur. Et vous voyez bien que le Sagittaire est un fédérateur naturel, puisqu'il sait parfaitement rallier les gens à sa cause, les organiser, essayer de faire œuvre collective. Son rêve secret, entre guillemets, au Sagittaire, c'est d'être capable de suivre cette petite voix intérieure de lui, son intuition personnelle, pour dire oui au grand galop d'aventure. Et vous voyez bien que le Bélier, lui, ne choisit que l'aventure. Donc, ça forme une espèce de boucle, en fait. Tout le monde veut prendre le signe d'après et cherche à capter ce qui a été travaillé dans le signe d'avant. Et vous pouvez faire ça pour tous les trigones. Vous voyez bien que le Cancer va naître à ses besoins personnels, mais sa recherche, c'est la recherche de la compréhension de l'autre, pour pouvoir répondre plus efficacement à ses besoins. Vous voyez bien que le Scorpion, lui, a la connaissance naturelle de la psyché de l'autre, et sa vraie volonté, c'est la fusion avec le divin. Vous voyez bien que le Poisson, lui, est déjà dans le divin, et que sa véritable recherche est une quête d'identité. Et que la quête d'identité est la question principale du Cancer. Donc, encore une fois, la boucle est terminée. Le Gémeaux, lui, va découvrir son environnement proche, mais sa véritable volonté est le contact avec l'autre. La Balance est dans le contact avec l'autre, mais ce qu'elle aimerait bien, c'est pouvoir s'assumer pleinement, même si cela déplaît aux gens, même si cela déplaît... parce que le problème de la Balance, c'est qu'elle veut tout le temps donner une bonne image d'elle-même et ne pas rompre l'harmonie. Et du coup, ce qu'elle va rechercher au fond d'elle, au final, c'est s'assumer telle qu'elle est, pleinement, quitte à heurter un peu. Le Verseau est complètement dans ça, puisqu'il est dans l'originalité de sa personnalité, il est dans l'avant-gardisme, il n'a pas peur de bousculer. Mais par contre, le Verseau, ce qu'il aimerait, c'est maîtriser pleinement le concept et les idées. Le Gémeaux est dans les concepts et les idées. C'est le monde de la théorie, c'est un monde Gémeaux. Le monde scientifique, c'est un monde Gémeaux. Et enfin, pour les signes de terre, alors le Taureau arrive et est dans l'incarnation du corps, mais sa véritable volonté, il veut toucher à la perfection de la matière, que ce soit par un travail d'artisanat ou à travers son propre corps. La Vierge a déjà ce sens de la perfection et l'exprime. Et ce qu'elle voudrait, c'est être dans une organisation la plus efficace, une parfaite organisation. Le Capricorne a intériorisé ce sens inné de l'organisation. Et ce qu'il voudrait réellement, c'est obtenir la véritable richesse, la véritable abondance. Et la véritable abondance, elle se trouve dans la nature, elle se trouve en Taureau. Donc ça, c'est une manière de raisonner les signes. Pour comprendre un signe, il faut comprendre tous les autres signes du zodiaque. Parce qu'il faut comprendre quel est son signe opposé, quel est le signe qui vient avant, quel est le signe qui vient après, donc les demi-sextiles, quels sont les signes en trigone croissant, décroissant, sextile pareil, enfin bref. Là, vous commencez, quand vous êtes dans cette logique-là, vous commencez vraiment à comprendre en profondeur le système symbolique qu'est l'astrologie. Donc voilà, pardon pour cette parenthèse un peu longue, on continue. Donc après, j'ai le virtuose. C'est un praticien, il est pragmatique, objectif, analytique, logique, réaliste, tolérant, adaptable, indépendant, calme, réservé, plein de ressources, doté d'un sens pratique, donc on insiste vraiment là-dessus. Il est direct, il est honnête. À quoi les reconnaît-on? Ils sont imperturbables et ils sont actifs, ils aiment être dans des tâches qui sont utiles. Alors leur défaut, c'est que parfois ils blessent, ils peuvent se montrer cyniques. Je le mettrais cette personnalité-là dans le signe du Taureau. Pourquoi? Parce qu'on insiste beaucoup sur le côté pratique. Et le Taureau, c'est par excellence le signe du zodiaque qui a un sens pratique. C'est le premier signe qui est confronté à la matière. Donc là, je pense que je ne prends pas trop de risques en le mettant en Taureau. Alors, la personnalité suivante, c'est le logicien. Alors le logicien, les mots-clés qui le concernent, c'est indépendant, non conventionnel, original, très curieux, brillant, perspicace, logique intellectuelle, critique, sceptique. Alors, comment les reconnaître? Alors ils sont calmes, détachés, logiques, capacité de concentration
exceptionnel, intellectuellement agile. Alors évidemment, ses défauts, c'est l'arrogance, ça vient souvent avec l'intelligence. Distant, déteste la routine. Je le mettrais aussi en verso. Alors je sais que j'ai mis un autre signe en verso, je crois que c'était l'architecte. Je dirais que l'architecte est un verso saturnien, alors que le logicien est un verso uranien. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux cette capacité incroyable à l'innovation, cette capacité incroyable à l'originalité intellectuelle. Mais l'architecte, on voit bien que l'architecte est dans l'innovation, mais il est aussi dans le contrôle, voire le surcontrôle. Donc ce côté saturnien. Alors que là, pour le logicien, le contrôle n'est pas une nécessité. Il est plutôt... son défaut, c'est plutôt l'arrogance. L'arrogance, pourquoi? Parce que ça, c'est un défaut des uraniens, c'est qu'ils prennent... c'est pas des bons pédagogues. Le Sagittaire, c'est un bon pédagogue. Le Verseau, c'est pas spécialement un bon pédagogue. L'Uranien, en général, n'est pas un bon pédagogue. Il n'a pas la patience de l'explication. Il est déjà tellement loin, il va tellement vite que, de toute façon, il a la flemme. Il a la flemme de vous expliquer l'Uranien. C'est vraiment pas son fort. Du coup, ils ont extrêmement de mal avec les gens qui comprennent plus lentement qu'eux. Et ça leur donne une image arrogante, alors qu'en fait, ils sont pas spécialement arrogants. C'est juste qu'ils ont pas le temps de vous expliquer. Donc c'est pour ça. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a un exemple d'un même signe, le Verseau, avec un côté plus saturnien avec l'architecte et un côté plus uranien avec le logicien. Alors on a le directeur. Le directeur, il est responsable, consciencieux, objectif, logique, analytique, détaché, réaliste, pratique, systématique, pragmatique, avec le sens de l'engagement. Ça, c'est important, je pense. Comment les reconnaît-on? Ils aiment prendre les choses en main, ils s'engagent dans leurs actions. Donc on sent déjà que c'est quelqu'un qui ne va pas refuser les responsabilités, qui a ce côté donc pragmatique, pratique, logique, analytique, donc on pourrait pencher assez logiquement pour le Capricorne. Peut-être que la seule différence avec le logisticien, que j'avais mis aussi en Capricorne, c'est le fait que ce dernier est peut-être un peu plus fonctionnel dans la solitude et dans le retrait. Les deux sont des énergies Capricorne, hein, pour le directeur, mais je le mettrais quand même vachement plus en Capricorne. Mais plus un Capricorne solaire, c'est-à-dire un Capricorne qui prend ses responsabilités et qui mène ses hommes, qui n'a pas peur de prendre les postes. En plus, voilà, on dit aussi qu'ils aiment bien suivre les traditions et les lois, établir des plans d'action, notamment à long terme. J'ai l'impression qu'en fait, la seule différence entre le logisticien et le directeur, c'est que l'un va être plus apte à affirmer sa personnalité que l'autre. C'est-à-dire à vraiment prendre des postes à responsabilité, alors que l'autre, il va être peut-être un peu plus en retrait, mais va vouloir aussi participer à l'organisation. Donc voilà. Après le suivant c'est commandant. J'aime bien sa phrase, sa citation, c'est « Tout va bien, je gère la situation ». Alors il est logique, décidé, responsable, organisé, énergique, objectif, ferme, autonome, charismatique, stratégique. C'est un beau mélange ça. Comment les reconnaît-on? Ils aiment avoir le contrôle, donc là déjà c'est un signe fixe. Ils ne ménagent pas leur peine pour contribuer. Ils sont charismatiques et pleins d'énergie. Ils sont évidemment très offensés par la critique. Et sous l'effet du stress, ils ont tendance à perdre le contrôle de leurs émotions. Là, je suis en train de lire au vu du descriptif, on aurait pu aussi l'appeler le dictateur. Puisque un de ses défauts, ça va être l'autoritarisme. Enfin, l'excès d'autorité, quoi. Mais ce sont des meneurs naturels. Là, je le mettrais en lion. Qui est-ce que j'ai mis d'autre en lion? Ah oui, je me souviens, j'avais mis l'amuseur en lion. Alors là, on n'est pas du tout sur le même type de lion. Là, vous avez vraiment le lion soleil avec peut-être une dominante saturnienne qui va vouloir prendre autorité, qui va vouloir incarner l'image du leader, donner des ordres. Vraiment, c'est le général de guerre. Alors que le premier est un lion un peu plus léger, qui exprimait un peu plus le côté lumière du lion, c'est-à-dire cette capacité à être dans la générosité et à être dans le rayonnement personnel. Là, j'ai presque envie de dire... Alors, évidemment, ce genre de personnalité, ça a ses qualités, mais on est presque sur un lion côté un peu ombre. Voilà. Alors que le premier, l'amuseur, était le lion côté lumière. Parce que je pense que l'amuseur a autant de capacité à prendre des responsabilités et à devenir leader du groupe, mais il le fait sous un angle qui m'a l'air plus jovial, un angle plus humain. Parce que quelque part, l'amuseur avait aussi ce côté excentrique. Donc il ne se prend lui-même pas trop au sérieux. Alors que j'ai l'impression que dans le personnage du commandant, on est sur un lion qui se prend très très au sérieux.
Ouais, c'est des énergies Lion Capricorne un peu. Il y a deux grands signes d'Olympisme dans le zodiaque, c'est Lion et Capricorne. Alors ensuite, nous avons le médiateur. Alors le médiateur. Donc ces mots-clés, alors on change complètement de monde là. Ces mots-clés, c'est gentil, doux, compatissant, modeste, secret, sélectif, sympathique, loyal, indépendant, serviable, sensible, dévoué, discret, attentionné, naïf, tolérant. Et il y en a beaucoup. Hein. Alors, à quoi les reconnaît-on? Ils sont attentionnés et serviables. Ils sont sensibles à l'environnement et à l'esthétisme. Alors, ces défauts potentiels, c'est l'indécision. Bon, vous avez deviné de quel signe il s'agissait. Enfin, vous avez deviné à quel signe je vais la rattacher, c'est assez évident. Manque d'objectivité ou de logique. Alors, ils ont du mal avec les attitudes critiques et négatives. Donc, je pense qu'on en sait assez pour pouvoir rattacher le médiateur à la balance. En même temps, le nom, voilà, il l'évoquait déjà, puisque la balance, c'est le signe de la médiation. On a la sensibilité à l'esthétisme. On sent qu'il y a le médiateur, il est là pour chercher l'harmonie. Ce qui va stresser, ce qui va le mettre en difficulté, ça va être les critiques, ça va être les séparations. Et évidemment, son grand défaut, c'est l'indécision. Alors, un point marrant, c'est que il parle aussi de son manque de logique. Et c'est vrai que les balances, étant donné qu'elles forment un demi-sextile avec la Vierge, elles ont parfois un comportement où c'est le moins logique des signes d'air. Parce que c'est le moins porté sur le concept. Les Gémeaux, vous voyez qu'on est dans le monde de la science, on est dans le monde d'interpréter son environnement proche. Verseau, pareil, on est dans l'innovation. Verseau, c'est Elon Musk, c'est les mecs comme ça. En termes d'énergie, je sais pas si le Verseau d'ailleurs. La balance, c'est un signe d'air vénusien. Donc l'air est utilisé pour établir du contact et charmer l'autre. Donc c'est vrai que parfois le signe de la balance, lorsqu'il est dominant chez les gens, il peut... Enfin, c'est une énergie en tout cas qui fuit un peu la logique, quelque part. La logique pure et rationnelle. Qu'elle a rencontré en Vierge. C'est toujours la même logique, hein, le signe actuel fuit l'énergie du signe précédent. Donc évidemment, la balance, elle va fuir le logico-rationnel, organisateur hyper froid de la Vierge. Elle, ce qu'elle veut, c'est établir du contact, rencontrer les gens, passer un bon moment, que tout se passe bien, que tout le monde soit à l'aise, etc. Vous parlez de mathématiques ou d'informatique à une balance, vous la perdez immédiatement. Ce qui est normal, encore une fois, c'est pas une critique, mais voilà, je trouve que c'est intéressant qu'ils aient souligné ce point et qu'on puisse le rattacher à un défaut aussi de la balance. Voilà. Ensuite, nous avons le consul. Alors, le consul, ses mots-clés, c'est qu'il est serviable, généreux, délicat, bienveillant, chaleureux, amical, coopératif, loyal, sociable, énergique, traditionnel, organisé. Il est toujours prêt à rendre service et à faire plaisir aux autres. Il est investi et consciencieux. Il est attaché aux valeurs traditionnelles. Il est organisé et productif. Ses défauts potentiels, c'est qu'il a tendance à s'en mettre trop sur les épaules. Difficulté à dire non et à affirmer ses besoins. Réticence à reconnaître les faits désagréables ou à accepter les critiques. Ah, donc c'est une personnalité qui refuse de voir la négativité en fait. Le négatif en général. Difficulté à évaluer objectivement une situation, donc il est tourné plutôt vers la subjectivité. Donc je pense que c'est une personnalité qui, pour elle, le plus important, c'est plutôt les sentiments. Donc moi, je le rattacherais au cancer, pour le coup. Ouais, je trouve que le cancer, ça lui va bien. Puisqu'on voit que c'est une espèce de personnalité qui est capable de se montrer très généreux et à l'écoute des besoins des autres, peut-être même trop, quitte à ne pas écouter les siens. Donc il y a une volonté de se mettre au service, mais qui n'est pas celle d'une vierge organisée, mais plutôt sur un mode émotionnel, affectif. Donc moi, je le mettrais en cancer. Même si c'est un côté de l'énergie cancer. Puisque le cancer, ça peut être quelqu'un qui peut être extrêmement autocentré sur ses propres besoins. Et encore une fois, là est sa nature. Là est son objectif, il existe pour ça. On est plutôt sur un cancer... Alors, on n'est pas sur un cancer infantile, on est sur un cancer maternel ou maternant. Je sais pas comment le dire, mais vous voyez à peu près. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va demander à ce qu'on s'occupe de lui, même si c'est peut-être son désir secret. Il va plutôt être dans une logique où il va s'intéresser sans cesse aux besoins des autres et essayer d'y répondre. Si vous avez le point de soumission en cancer, vous êtes consul. En tout cas, une des facettes de votre personnalité, c'est consul. D'ailleurs, le grand défi du consul, c'est l'objectivité, qui peut être aussi un grand défi pour le cancer, être capable de se montrer objectif et pas seulement vivre dans son éternelle subjectivité narcissique autocentrée. Ça, c'est tout le défaut, par exemple, des personnes qui ont
une Mercure en cancer dominante. Mercure en cancer dominant, ça peut donner ce genre de profil. C'est très compliqué, encore une fois si c'est dominant. Pourquoi ? Parce que la lecture du monde et la communication ne passe que par son propre spectre, et c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à intégrer des expériences qui ne nous sont pas à nous-mêmes arrivées. Ou à chaque fois qu'on va communiquer avec des amis, des gens, nos proches, etc., on va toujours ramener ce qui nous est dit à notre propre expérience. Évidemment, des fois, ça peut un peu énerver les autres, parce que bon, c'est sans être dans le moi-je, on n'est pas loin non plus de ça, quoi. Alors, le protagoniste, ses mots-clés sont chaleureux, bienveillant, compatissant, empathique, enthousiaste, diplomate, sociable, organisé. À quoi les reconnaît-on, pardon ? Ils sont bienveillants. Voilà, ils sont prompts à aider les autres et à encourager leur développement. Ses défauts, ça va être la difficulté à gérer les conflits, une tendance à idéaliser les gens, sensible à la critique. De toute façon, j'ai l'impression que toutes les personnalités sont sensibles à la critique, ce qui est un peu logique, hein, c'est vrai, faut pas se mentir. Manque d'objectivité, difficulté à dire non et tendance à trop en faire. Alors, ouais, moi, là aussi, je vois des côtés sagittaires, pour le coup. Sa difficulté, ça va être le sentiment d'être incompris, le sentiment de ne pas être accepté, apprécié, l'impression d'être débordé et les environnements trop compétitifs. Pour moi, c'est le côté... vous savez que le Sagittaire est maîtrisé par Jupiter. Et on va dire, on a le combat du Sagittaire, c'est toujours se poser la question de partir à l'aventure sur un coup de tête ou plutôt rester là où il est. Parce que c'est confortable. Parce que Sagittaire, c'est quelqu'un qui va avoir des facilités à réussir socialement. Il va passer un beau diplôme, une belle école de commerce, il va bien s'intégrer. Mais il aura sans cesse ce questionnement: est-ce que je choisis le grand galop d'aventure ou le confort de l'écurie ? Et là, on est sur un Sagittaire qui a choisi le confort de l'écurie. Mais du coup, voilà, il va essayer de s'intégrer dans l'entreprise, il va toujours avoir cette nature enthousiaste, bienveillante du Sagittaire, hein, c'est-à-dire motiver ses troupes, être au petit soin avec les autres, pour que tout se passe bien. C'est un Jupitérien, quoi. Il aime prendre la place, mais il veut prendre la place du good guy. C'est vraiment le type de personnalité qui va toujours trouver le mot pour encourager. Vous sentez bien que cette personnalité a le sens de la communauté. Ensuite, on a l'avocat. Donc l'avocat, ses mots-clés, c'est bienveillant, empathique, sensible, à l'écoute, perspicace, créatif, doux, secret, perfectionniste, idéaliste, profond, complexe, déterminé, intègre. Comment les reconnaît-on ? Ils sont bienveillants et compatissants. Ils sont doux et réservés et dotés de croyances fortes. Ces défauts, ça va être une difficulté à accepter le concret, les exigences du concret, difficulté aussi à se remettre en question, ou à accepter les opinions contraires. Une approche de la vie trop sérieuse, un manque d'autorité dans un fort contexte affectif. Donc c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à avoir de l'autorité avec les personnes qu'il aime bien. Dans la description, on insiste vraiment sur le fait que c'est une personnalité qui est capable de percevoir spontanément les émotions et les sentiments des autres, et de les comprendre et de les écouter. Donc il y a presque un aspect un peu psychologue. Il est réservé, secret, et ils sont toujours prêts à agir lorsqu'il s'agit de défendre des valeurs dans lesquelles ils sont totalement engagés. Donc moi je le mettrais en Scorpion. Je le mettrais en Scorpion, mais un Scorpion poisson, Scorpion neptunien un peu. Il y a ce sens naturel de l'écoute, il y a ce sens naturel de la compréhension ou une espèce de perspicacité intuitive des véritables intentions des autres, capacité à s'engager pleinement aussi, sans retour, lorsqu'il s'agit de valeurs qu'on a choisies. C'est une personnalité psychologue, idéaliste, vraiment tournée sur le social, mais le social authentique. Donc là, pour moi, on est sur une des facettes du Scorpion. Il a autant besoin du contact avec l'autre que la Balance. Seulement, vu que c'est un signe d'eau, il le fait sous une manière beaucoup plus affective et profonde. Ce qu'il n'aime pas de la Balance, en fait, le Scorpion, c'est ce côté superficiel de la communication, ce côté un peu hypocrisie de la Balance qui a du mal à assumer véritablement ses intentions. Le Scorpion, lui, n'est pas vénusien. Il ne cherche pas à plaire ou à séduire. Il cherche l'authenticité, parce que ça le fait grandir. Parce que l'autre est un mystère qu'il cherche à élucider. Peut-être pour se comprendre lui-même d'ailleurs.
Donc voilà, moi je le mettrai en Scorpion. Maintenant qu'on a fait le tour, et j'espère n'avoir oublié aucune des personnalités, bah, qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça? Déjà, moi, un premier truc qui m'a marqué quand j'ai lu cette typologie des personnalités, c'est que j'ai pas vraiment trouvé d'équivalent pour les poissons, pour le signe du poisson. Et ça, je trouve, c'est assez représentatif de notre époque. Pourquoi? Parce que le poisson, c'est le signe, c'est le signe mystique par excellence. Alors, ça veut pas dire que tous les poissons sont des mystiques, mais en tout cas, l'énergie poisson est une énergie mystique, c'est une énergie de fusion avec le grand tout. C'est une énergie de dissolution du moi. C'est une énergie d'empathie, de bienveillance, de charité, c'est la charité chrétienne par exemple. Bref, ce système MBTI, il a été développé, si je me trompe pas, enfin, au XXe siècle c'est sûr, mais il me semble que c'est les années 80, j'ai vu ça quelque part, mais vous me confirmerez ou pas, ceux qui le connaissent mieux que moi, n'hésitez pas à me le dire, aucun problème. Mais on est dans un monde où les mystiques n'ont plus leur place, où la personnalité mystique n'a plus sa place, et où une énergie aussi ineffable que les poissons a tendance à presque disparaître dans le monde occidental. Donc ça, c'est un premier point qui m'a marqué. Le second point, c'est, pour rester un peu dans cette logique-là, c'est très utile, je pense, ce genre de système, mais il y a toute la dimension spirituelle qui n'est pas présente. Alors qu'elle est... En astrologie, on a cet avantage, si vous voulez, de pouvoir avoir un niveau de lecture à plusieurs niveaux. On peut étudier un thème au niveau socioculturel, au niveau individuel, au niveau transpersonnel, c'est parfaitement faisable, alors que ce genre d'outils, ils n'ont pas cette capacité à être en 3D, 5D, 6D. Parce que pour le coup, étudier un thème astral en astrologie, on peut vraiment avoir des niveaux de lecture qui sont fondamentalement différents. Étudier la croix des maisons, la croix de la lune noire, la croix des nœuds, tout ça, ça vous donne des indications sur la vie d'une personne. Étudier les transits, je parle même pas des transits. Après, évidemment, on a 16 personnalités contre un zodiaque, des planètes et des maisons. Donc il y a quand même aussi une certaine forme de précision en astrologie qui n'a pas forcément... Si vous voulez, je pense que le système des 16 personnalités, son défaut, c'est de donner vraiment une espèce de carcan un peu global, quoi. Vous êtes une personnalité et vous ressortez pas de celle-ci. Alors qu'en astrologie, on admet quand même que, étant donné que chaque planète représente une fonction psychologique, vous pouvez avoir une certaine manière de penser et de vous exprimer, donc Mercure en signe en maison, tout en ayant une manière complètement différente d'agir, Mars en signe en maison, ou une manière totalement différente de vous intégrer dans un groupe, Jupiter signe en maison, ou de prendre des responsabilités, Saturne en signe en maison, etc., etc. Donc en fait, je trouve que l'astrologie, au final, même si on a l'impression que c'est un truc un peu déterministe parce que les gens s'arrêtent au 12 signes du zodiaque, c'est quelque chose qui va permettre beaucoup plus de nuances et donc de réalisme, de complexité, de compréhension de la psyché d'une personne. Un autre point qu'on peut souligner aussi, c'est qu'évidemment, les archétypes astrologiques, ils sont extrêmement anciens. Je ne sais pas à combien de temps ça remonte l'astrologie, mais si les Babyloniens pouvaient déjà en faire, c'est que voilà, ça date pas de mardi dernier. Alors que le système MBTI est un peu plus récent, mais au final, on retrouve quand même dans ce système des archétypes qui sont purement relatifs au signe du zodiaque. Donc ce qui montre que les signes du zodiaque, en tout cas ces 12 grands archétypes, ont quelque chose d'intemporel. D'ailleurs, Jung n'est pas allé au-delà de 12 archétypes. Alors je sais pas s'il a travaillé sur l'astrologie ou pas, je sais qu'il a travaillé pendant un long moment sur l'alchimie. Je trouve ça intéressant qu'il soit tombé aussi sur 12, pour le coup. Donc pour conclure, c'est un super système, c'est un système moderne qui permet, je pense, à beaucoup de personnes qui se cherchent et qui sont dans une entreprise de connaissance d'elles-mêmes de trouver des réponses, et ça, il faut saluer quand même parce que c'est accessible, en plus ça se base sur des travaux de psychanalyse, donc c'est clair et net que c'est plus facile de faire adhérer quelqu'un en lui disant que c'est une matrice qui a été créée par des travaux d'un grand psychanalyste que de dire que c'est de l'astrologie et que voilà, les planètes auraient décidé de tel ou tel caractère pour cette personne-là. Je peux comprendre que ce soit pas forcément buvable pour tout le monde. Néanmoins, ses faiblesses, c'est que c'est quand même assez limité. Voilà les amis, c'était tout pour cette longue vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, un commentaire, à réagir à tout ça, parce que je pense que, comme dit, c'est toujours intéressant. J'aimerais bien connaître votre avis, savoir ce que vous en pensez, savoir si vous connaissez déjà cette matrice des 16 grands types de personnalités, si vous l'avez essayé, est-ce que vous en avez pensé, vous, voilà, est-ce que ça concorde pas,
Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça a été un premier pas vers autre chose aussi? Possiblement. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo qui, je pense, là pour le coup, on s'intéressera à un sujet vraiment pure astrologie. Vous inquiétez pas. Au revoir.